Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat. Bonsoir le public, merci d'être là. Vous êtes merveilleux, bonsoir à toutes et à tous. On est de retour sur le plateau de Backseat en ce jeudi soir pour continuer à parler de politique, chers amis. Je suis toujours entouré des meilleurs avec Latifa, avec Claire, avec Antoine. Merci d'être avec moi, merci d'être avec nous. On va pas tarder à accueillir nos invités politiques de cette semaine. Mais avant ça, je voulais vous faire une annonce, chers amis. Vous l'avez peut-être déjà entendu, parce que je l'ai déjà annoncé. Ce sera annoncé bientôt dans Libération. Demain, mercredi, pas demain, la semaine prochaine, Backseat n'aura pas lieu jeudi, mais mercredi, le 31 mai. Pourquoi ? Parce que c'est les 50 ans du quotidien Libération et qu'à cette occasion-là, nous faisons un partenariat. Nous sommes, Backseat et partenaires des 50 ans du journal Libération à l'occasion d'un grand événement organisé à la Sorbonne à Paris, une journée entière de colloques, de conférences à laquelle je vous invite à venir et à vous inscrire. Ça va être absolument passionnant. Et le clou du spectacle, si je puis dire, ce sera une émission de Backseat en live depuis la Sorbonne, une émission spéciale 50 ans de Libé avec une programmation incroyable, vous verrez. On vous l'annoncera plus tard. Il y aura 400 personnes qui seront dans le public pour cette émission Backseat. Et il y a 80 places qui sont ouvertes pour le public de Backseat, réservées aux personnes qui ont participé au soutien à Backseat. Donc les personnes qui ont donné sur le KissKissBankBank, vous allez bientôt recevoir un mail et vous le verrez s'afficher sur KissKissBankBank, point d'exclamation Libé dans le chat aussi pour avoir cette information-là. Donc merci à vous pour votre soutien et pour vous récompenser, bien sûr. Vous pourrez venir, c'est gratuit d'ailleurs, il n'y a pas à payer pour ce coup-ci. Et donc voilà, on est très heureux de remercier nos généreux donateurs en leur proposant de venir pour cette émission exceptionnelle. L'autre truc que je voulais vous annoncer, c'est qu'à l'occasion des 50 ans de Libé, avec Libération, on est heureux de vous annoncer qu'il y a un code promo pour s'abonner à Libé. Le code promo Backseat vous permet de vous abonner à la Libé Box spéciale Backseat. Vous avez accès avec 10 balles seulement à 6 mois d'abonnement au journal Libération en numérique, plus 2 PDF collector. Vous avez le PDF du premier numéro de Libé sorti en 72 et vous avez le PDF du numéro spécial 50 ans de Libé. Voilà, après vous pouvez l'imprimer vous-même avec votre imprimante, c'est bien, on fait ça avec les enfants pour leur montrer comment c'était à l'époque du papier. Donc voilà, 6 mois d'abonnement pour seulement 10 balles à Libération. Franchement, je pense que ça vaut le coup. N'hésitez pas à foncer, n'hésitez pas à vous abonner. En plus, faites-le maintenant parce que dans les 6 prochains mois, mine de rien, grâce à Libération, vous allez pouvoir suivre une actualité politique incroyable. On va avoir quoi ? L'abrogation de la réforme des retraites, la dissolution. Le congrès de la France Insoumise. On va avoir... Non, attends, les 6 prochains mois, il va se passer quand même un paquet de trucs. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à Libé et n'hésitez pas à profiter de cette super offre promo pour seulement 10 balles. Franchement, c'est cool. Si vous n'êtes pas déjà abonné, profitez-en. Voilà, ça, c'était l'annonce que je voulais vous faire. Et donc, voilà. Chers amis, sans plus tarder, je vous propose qu'on se mette un petit générique et c'est parti pour l'invité de la semaine. L'invité politique de cette semaine, chers amis, j'ai le grand plaisir d'accueillir à distance, en visio, le député Charles de Courson. Charles de Courson qui doit m'entendre normalement à l'heure qu'il est. Charles de Courson, député de la Marne. Bonsoir, monsieur le député. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Backseat. Vous m'entendez bien ? Ah, super, j'en suis très heureux. Très bien. On vous entend très bien aussi, monsieur de Courson. Vous êtes actuellement dans votre circonscription, dans la Marne, et vous nous avez fait le plaisir d'accepter notre invitation. Charles de Courson, vous êtes un député célèbre depuis quelques mois, puisque vous menez, de fait, la lutte contre la réforme des retraites. On se souvient notamment de la motion de censure que vous avez défendue à l'Assemblée nationale, qui n'est pas passée à seulement 9 voix près. Et vous voilà à nouveau sur le devant de la scène, puisque le 8 juin prochain, vous défendrez une proposition de loi qui propose d'abroger, donc d'annuler en fait, la réforme des retraites. Je voudrais vous entendre, monsieur de Courson, nous expliquer cette proposition de loi, puisque moi, j'y comprends plus rien. J'ai cru comprendre qu'elle ne serait pas débattue. Alors, qu'est-ce qui va se passer le 8 juin ? Est-ce qu'on va avoir une loi sur l'abrogation de la réforme des retraites qui va être votée ? Alors, comme vous le savez, la réforme des retraites n'a jamais été votée par l'Assemblée nationale. Absolument. Puisque, à coup de procédure et de 49.3, on a quand même examiné l'article 1er et l'article 2. On a d'ailleurs voté contre l'article 2. Ça n'a pas empêché le gouvernement de transmettre au Sénat un texte avec l'article 2. Et à coup de 49.3, auquel on avait répliqué par une motion de censure que vous venez d'évoquer, eh bien, à quelques voix près, le gouvernement n'a pas été reversé. Le texte n'a jamais été voté par l'Assemblée nationale, qui, je le rappelle, est le seul représentant du peuple français. Oui. Donc, si on veut continuer la crise politique, c'est-à-dire que les Français disent qu'il y avait une majorité contre ce texte à l'Assemblée nationale, mais par des moyens de procédure,
on a abouti à sortir un texte, eh bien, à quoi ça sert d'aller voter? Oui. Ouais, je comprends. Donc, on va encore booster l'absentéisme. Et donc, l'objet de cette proposition de loi, c'est de rappeler deux choses. Premièrement, que la façon dont on a voté, exactement qu'on n'a pas voté sur la loi qui a été promulguée, est un délit de démocratie. Et la deuxième chose, c'est que ce texte était fondamentalement injuste. Pourquoi il était injuste? C'est très simple, puisque en relevant de 62 à 64 ans l'âge légal de départ à la retraite, ce sont nos concitoyens qui ont commencé à travailler entre 16 et 21 ans qui sont pénalisés. Ceux qui font des études et qui commencent à partir de 21, 22, 23 ans ne sont pas concernés par la réforme. Donc on demande aux gens les plus modestes, car ceux qui commencent jeunes souvent occupent les emplois les plus modestes et ont des courbes de carrière les plus plates. Oui. Et donc c'est fondamentalement injuste. Nous sommes dans un groupe d'opposition, mais d'opposition constructive. On a toujours pensé que, vu la dégradation du rapport entre le nombre d'actifs et le nombre d'inactifs, de retraités, eh bien, structurellement, le système devenait déficitaire. Et donc, il fallait trouver des solutions. La grande différence entre nous, la position de notre groupe, et la position de la minorité présidentielle, c'est que nous avions proposé à la Première ministre 5 mesures pour inciter nos concitoyens à travailler plus longtemps, mais les inciter sans toucher à l'âge légal. Et je comprends. Quand on discute avec les syndicats de salariés, c'est là-dessus, sur l'affaire des 62-64 ans. Donc notre proposition de loi, elle a deux objets. Premièrement, d'annuler le fameux article 7 devenu article 10 dans la loi qui a été promulguée, qui portait de 62 à 64 ans, et de demander une conférence sociale. Ouais. On va continuer à en parler, Charles de Courson, on va continuer à parler de cette loi. J'ai bien compris vos deux arguments. Vous restez avec nous en ligne, mais vous allez être heureux. On va accueillir un de vos collègues qui va nous rejoindre sur le plateau. Notre deuxième invité politique cette semaine, je vous demande d'accueillir Olivier Serva. Bonsoir Olivier Serva, merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. Vous êtes vous aussi député LIOT, donc Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire. Vous êtes député de Guadeloupe. Vous étiez auparavant à La République En Marche jusqu'en 2022, où vous avez rejoint LIOT. Merci d'être avec nous sur le plateau. On est en ligne avec votre collègue Charles de Courson, avec qui vous travaillez en ce moment. On a beaucoup de questions à vous poser. Bonsoir, Monsieur Charles. de Courson, je reviens vers vous. Monsieur de Courson, le gouvernement souhaite, visiblement de la bouche d'Elisabeth Borne, en se basant sur la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, utiliser l'article 40 de la Constitution qui permettrait potentiellement d'empêcher l'Assemblée nationale de discuter de cette loi. Cet article 40, votre loi, cet article 40, c'est un article qui interdit la démagogie budgétaire, pour le dire vite, disant que c'est une loi qui va creuser les déficits, puisque la réforme des retraites réglait ce problème de déficit. Vous, monsieur de Courson, vous êtes un grand partisan de la lutte contre les déficits. En tout cas, c'est comme ça que je vous ai toujours présenté à mon public. Est-ce que vous comprenez que je vous pose la question de savoir sur quel pied est-ce que vous dansez là? Mais c'est très simple. Si notre texte est voté, nous demandons à ce qu'on reprenne dans une conférence sociale le problème. Et le texte qui a été promulgué, grosso modo, fait 270 millions en 2023 d'économies. Donc c'est rien. Et notre position, c'est de dire, suite à cette conférence sociale, dont on peut intégrer les conclusions dans la future loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, applicable au 1er janvier 2024, eh bien, nous aurons des mesures avec un minimum de consensus avec les partenaires sociaux qui permettra de faire des économies, mais par les 5 mesures que nous avions préconisées, mais on est là dans une conférence sociale. Chacun budgétaire pourra se faire avec cette conférence sociale. Mais est-ce que vous croyez que la présidente de l'Assemblée nationale pourra quand même déclencher cet article 40 ? On a eu des sons de cloche différents de la réunion de la majorité de mardi matin. Est-ce que vous en avez peur de ce déclenchement de l'article 40 ? Mais absolument pas. Pourquoi ? Il y a un règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui prévoit 2 contrôles. Un contrôle sur les propositions de loi qui sont déposées, qui est le contrôle par le bureau de l'Assemblée nationale.
ou une délégation issue de ce J'ai bureau. votre projet de proposition recevable, absolument. Et cette proposition a été considérée comme recevable. Elle a été inscrite à l'ordre du jour. Elle passe en commission mercredi prochain et en séance publique le 8 juin, le jeudi 8 juin. J'ai été d'ailleurs désigné par la commission des affaires sociales comme rapporteur de ce texte. Et donc, le premier contrôle a tout à fait été respecté. Alors, il y a un deuxième contrôle possible, c'est que la présidente de la commission des affaires sociales a saisi le président de la commission des finances, qui est le seul chargé de la recevabilité des propositions de loi, l'a saisi en disant cette proposition de loi n'est pas recevable financièrement. Et il n'a pas encore répondu, mais chacun sait qu'il va lui répondre probablement demain ou d'ici la fin de la semaine, et en lui disant que c'est tout à fait recevable. D'ailleurs, la minorité présidentielle, le groupe Renaissance, a déposé un certain nombre de propositions de loi, une qui s'appelle Mieux vieillir, une autre pour faciliter l'accès aux soins, qui entraîne des coûts, et elle a été déclarée recevable. Donc il n'y a pas de raison de torpiller votre proposition de loi sur cet argument-là. Je comprends mieux, Monsieur de Courson. Olivier Servat, vous aussi, comme Monsieur de Courson, je vous ai entendu à plusieurs reprises vous dire favorable, à titre personnel, en tant que député, au décalage de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Pourquoi cette opposition aujourd'hui ? En fait, nous voulons une réforme du régime de retraite, mais pas celle-ci. D'accord. Et d'ailleurs, nous avons fait des contre-propositions. Et je rappelle que le texte que va défendre Charles comprend 2 éléments. Tout d'abord, arrêter cette affaire de l'âge de retraite à 64 ans, puisque ça n'a pas encore été voté par l'Assemblée nationale, qui sommes les représentants du peuple. Et puis, nous avons une conférence de financement de ce régime de retraite, et nous avions fait des propositions. L'une d'entre elles était de laisser le choix aux personnes de partir à l'âge qu'elles veulent. Deuxième proposition, la CSG sur les revenus du capital. Aujourd'hui, on a des ultra-riches, 2%, qui ont distribué plus de 150 milliards d'euros de dividendes cette année. On veut taxer sur 10% pour pouvoir équilibrer ce régime de retraite qui, aujourd'hui, l'est, et dans les prochains temps, Charles l'a sûrement déjà dit, permettrait de pouvoir équilibrer ce régime. Et donc, par exemple, chez moi, en Outre-mer, l'âge de départ à la retraite moyen, c'est plus que 64 ans. Ouais. Donc, on n'en fait pas une obsession, simplement, on veut qu'il y ait un dialogue social. On veut qu'il y ait un échange, un respect des institutions et on veut voter. Voilà, c'est ce qu'on veut. On a effectivement l'impression, à vous entendre tous les deux, qu'il y a un enjeu par-delà l'enjeu de la réforme des retraites, qui est celui de la défense du mandat de député. C'est quelque chose auquel on vous est très attaché, Monsieur de Courson. Vous voulez, vous aussi, que l'Assemblée nationale retrouve son rôle de juge en dernier ressort de la volonté générale, c'est ça ? Mais écoutez, c'est la Constitution. Ce sont les députés qui représentent le peuple et personne d'autre. Et comment est-ce qu'on peut avoir un texte qui a été promulgué et qui n'a pas été voté par l'Assemblée nationale? Tout le monde savait que le fameux jour où ils ont déclenché le 49.3, la Première ministre l'a déclenché parce que notre groupe avait déposé une motion de rejet et tout le monde savait, on avait les pointages, qu'elle passait. Absolument. Et on passait à autre chose. Et on reprenait le problème, comme nous l'avons toujours préconisé, dans un dialogue constructif entre notamment les syndicats réformistes. On en a beaucoup discuté avec eux, qui étaient prêts à un certain nombre d'accords. D'ailleurs, nous avons reçu aussi les syndicats patronaux, et on voit bien que les syndicats patronaux, vous savez, ils ont été un peu silence radio pendant toute cette affaire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a une question de Claire. Ouais, ça rejoint un petit peu la tienne, Jean. Moi, j'ai l'impression que dans votre position, au-delà de effectivement le fond de la réforme, il y a aussi l'expression d'un attachement au bon fonctionnement des institutions et à la démocratie dans sa liaison avec la démocratie populaire et sociale. Que quelque part, votre volonté d'aller jusqu'au vote, c'est aussi pour essayer d'apaiser un peu les choses ou demande d'avoir une clarification là-dessus. Est-ce que vous estimez que le processus qu'on a vu là, au cours de la réforme des retraites, il a abîmé les institutions? À quel point? Et quelles conséquences à long terme? Olivier Servat. C'est exactement ça. On veut que le peuple soit respecté. Nous sommes les représentants du peuple. Comment imaginer que dans une réforme aussi importante que la retraite,
des hommes et des femmes de ce pays, où il y a des régimes paritaires, vous avez des syndicats de patrons et de salariés qui finalement font de la gestion paritaire et que ça fonctionne bien, que tous les syndicats salariés soient opposés et que la Macronie enjambe cette affaire-là. Ça n'est pas envisageable. Vous voyez bien que cette réforme a été promulguée, ça fait déjà presque 2 mois, et que le pays est tendu, il est crispé, et qu'ils ne pourront pas réformer. Ils sont bloqués sur l'immigration, ils sont bloqués sur les différents projets de loi, et donc ils devront effectivement apprendre à respecter la démocratie de ce pays, et ça passe par le respect de l'Assemblée. D'ailleurs, je salue la présidente de l'Assemblée nationale, qui aujourd'hui même, pour répondre à votre question, a dit « Moi, je n'enjamberai pas, je ne piétinerai pas le Parlement et l'Assemblée nationale, et je ne ferai pas de la mauvaise politique en bloquant avec l'article 40. C'est une bonne chose. Donc, on ira au vote. Nous mettons en garde ce gouvernement contre des mesquineries obstructives. Parce qu'il y a un risque encore. Oui, bien sûr. Il y a des risques importants qui puissent, par exemple, de façon sale, balancer un paquet d'amendements. Oui. Par exemple, ce serait très laid. Ironique. Ce serait très laid puisqu'il reproche aux gens de LFI de faire autant. Et puis, il y a une autre mesquinerie sur laquelle on les met en garde, c'est de vouloir faire un vote bloqué. Ils l'ont déjà utilisé récemment. Ouais. C'est de dire, bon, mais finalement, vous avez 2 articles. Moi, gouvernement, je viens votre article 1, je prends l'article sur la conférence de retraite, de réforme des retraites et de financement, et vous votez. Si vous êtes pour, eh bien, vous votez que la conférence. Si vous êtes contre, vous n'avez rien. Donc, je demande au gouvernement de ne pas rajouter de l'huile sur le feu, de s'habituer à un système démocratique. J'avais entendu le président de la République et puis la première ministre, dans son discours de politique générale, dire « Voilà, nous allons fonctionner autrement, nous allons dialoguer autrement, nous allons réfléchir autrement ». Pour l'instant, le compte n'y est pas. Donc, qu'on aille au vote. Comme Charles vous l'a dit, nous sommes là, pas pour casser la France, mais au contraire pour la réformer de façon consensuelle, de faire des contre-propositions. Le système de financement, nous avons des propositions qui tiennent la route et qui peuvent fonctionner, et que ce gouvernement arrête de s'entêter, d'arrête de vouloir enjamber la démocratie. Antoine ? Ça serait un peu pour prolonger la question de Claire, finalement. Est-ce que ce n'est pas un problème institutionnel qui est plus global, où là, on en est quand même à devoir demander poliment au gouvernement, est-ce qu'il veut éventuellement bien que les députés puissent voter, s'il vous plaît ? Il n'y a pas un sujet de fond qui nécessiterait d'avoir une vraie réforme des institutions, parce que cette Constitution, elle mise quand même énormément sur l'efficacité. On le voit, la séquence des retraites, c'était un bingo où le gouvernement, ils ont utilisé à peu près tous les articles possibles pour faire en sorte que finalement, il n'y ait pas de vote. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une réforme plus globale des institutions pour que la Constitution soit plus démocratique qu'elle ne l'est à l'heure actuelle ? Charles de Courson. Je partage tout à fait ce que vous dites. Et j'aime bien rappeler que l'ancien président de la Commission des finances, Éric Woerth, avait commis un rapport, notamment sur l'aspect financier, dans lequel, d'ailleurs, il préconisait la suppression de l'article 40. Je me permets de le rappeler. Bien. C'est vrai. Je me permets de rappeler aussi que le président de la République, en 2017, avait promis juré qu'on ne toucherait pas à l'âge légal de départ à la retraite. Je ne parle pas de M. Dussopt, qui, en 2017, lors de la campagne législative, il était encore socialiste pour 15 jours, expliquait urbi et orbi qu'il ne fallait surtout pas toucher à l'âge légal de départ à la retraite. Nous sommes des défenseurs. On a pris la tête d'un mouvement, parce qu'on est un groupe central, de la défense de la démocratie politique et de la démocratie sociale. Car je dis souvent aux arrogants qui parfois nous gouvernent, je leur dis quelque chose de très simple. Les partenaires sociaux ont beaucoup mieux géré les régimes complémentaires de retraite. Ils ont pris des mesures courageuses pour rééquilibrer le régime que les gouvernements successifs, et notamment l'actuel, sur les régimes de base. Et on a 42 régimes de retraite de base. Donc quand on parle de la réforme du système de retraite, il faut être conscient qu'on est face à 42 régimes. On est les régimes des libéraux, leur âge légal de départ à la retraite est entre 65 et plutôt 67 pour pas mal d'entre eux. Donc vous voyez que cette réforme, est-ce qu'elle les concerne ? Non, c'est vrai. À la limite, vous êtes danseur ou danseuse de l'Opéra de Paris, vous pouvez prendre votre retraite à 40 ans. Voyez ? Donc on n'est pas du tout face à un système unique. Et j'ajoute toujours que dans le régime général, actuellement, alors que l'âge légal était à 62 ans, l'âge effectif de départ à la retraite vient de dépasser les 63 ans. Et d'après le corps, à la fin de cette décennie, on serait autour de 64 ans. Donc on voit bien que ce qu'il faut, et c'est ce qu'on propose nous, c'est
d'encourager ce mouvement qui est déjà largement amorcé, mais Oui, pas une règle couperet de 62 à 64 ans. Je comprends effectivement. Il y a aussi quelque chose d'intéressant, voire de curieux, quand on regarde comme nous, quand on est observateur du paysage parlementaire, c'est que vous voilà, Monsieur Servat, Monsieur De Courson, à la tête, comme vous le dites, d'un mouvement, alors que vous êtes un groupe central, centriste, sans que ce soit un gros mot dans ma bouche, qui se retrouve à coaliser les oppositions au gouvernement. La NUPES, d'un côté, dont on ne peut pas vous reprocher d'être proche, Monsieur De Courson, vous l'avez déjà été par le passé, que ce soit sur le mariage pour tous, sur la maîtrise des comptes publics, vous n'êtes pas un homme de gauche, et le Rassemblement national, et là aussi, vous n'êtes pas un homme d'extrême droite, vous l'avez prouvé par des prises de position, notamment sur la loi renseignement, on s'en souvient. Ça vous fait quoi aujourd'hui d'être le visage des oppositions protéiformes à Emmanuel Macron? Mais moi, je suis démocrate et je respecte tous ceux qui ont été élus par le peuple français. Et je pense que c'est l'intérêt de tous d'avoir un système démocratique qui fonctionne et qui respecte la diversité. Vous voyez ? Pour horreur des gens sectaires qui pensent qu'ils ont la vérité tout seuls. Je dirais, moi, je n'ai pas les mêmes positions que tel ou tel groupe, très bien, mais ça n'empêche pas de discuter. Voilà, et de voir dans telle et telle situation, est-ce qu'un accord n'est pas possible? C'est la même chose parmi les partenaires sociaux. Les 5 principaux syndicats ont des positions très différentes les uns des autres, mais ils arrivent à trouver des compromis. Alors parfois que partiels, c'est-à-dire qu'il n'y a que 2, 3, parfois 4 de ces syndicats, et avec 2 ou 3 des syndicats patronaux, ils arrivent à des accords. Et moi, je pense que c'est ça, une démocratie sociale. Alors, c'est pas l'envahissement complet par la loi de l'ensemble du champ social. Vous voyez ? Et plus fondamentalement, et Olivier, je crois, partage largement cette analyse, nous sommes pour une société organisée par le bas, c'est-à-dire en application du principe de subsidiarité. C'est-à-dire que l'État ne se mêle que ce dont ne peuvent pas s'occuper les corps intermédiaires. On est des grands défenseurs des corps intermédiaires, des libertés locales, des libertés syndicales, des libertés politiques, car on pense qu'une démocratie vivante, c'est cela, et non pas une conception verticale. Hein, je comprends. Je dis souvent... Je comprends. Il y a une question de... Je crois que Latifa veut vous poser une question. Oui, moi, je me pose cette question, c'est de savoir si on n'est pas sur un combat symbolique et de son impact en fait auprès des Français, de son caractère audible finalement, parce qu'on sait qu'au Sénat, ça a peu de chances d'aboutir finalement, quoi qu'il se passe à l'Assemblée nationale. Et voilà, et aujourd'hui, la réforme a été promulguée, donc évidemment, on entend la volonté de consensus de respecter la représentation nationale, les députés, etc. Mais à quel point, là je m'interroge sur à quel point en fait c'est pour les Français quelque chose d'important aujourd'hui. Est-ce qu'ils y comprennent quelque chose? Parce que déjà, moi j'ai énormément de mal déjà à toute cette procédure en fait finalement. Et est-ce que ça mérite de passer tout ce temps à cela quand on sait que voilà, ça a in fine peu de chances de passer à la Chambre haute? Olivier Servat. Tout d'abord, tout est symbole. On pourrait penser ça comme ça. Deuxièmement, l'Assemblée nationale aura le dernier mot. Oui. Premièrement... Le Sénat peut freiner sérieusement quand même. Alors justement, parlons du Sénat. Le Sénat, majoritairement de droite. Ouais. Le gouvernement avait convaincu les sénateurs LR de voter parce qu'ils avaient mis dans la réforme, d'ailleurs, quelque chose qu'ils savaient inconstitutionnel sur l'index senior. C'est vrai. Donc, ils ont roulé dans la farine les républicains qui, aujourd'hui, sont un peu le bec dans l'eau. Ils doivent pouvoir prendre leurs responsabilités. Et je crois que certains étaient très hésitants au niveau du Sénat. Et je pense qu'avec toutes ces mesures qui ont été rendues inconstitutionnelles sur l'index senior et sur le contrat senior, ils devraient se poser la question. Et puis, je rappelle qu'il y a un système de navette parlementaire et que les représentants du peuple que nous sommes à l'Assemblée nationale, les députés, nous aurons le dernier mot sur cette réforme. Et enfin, le président de la République et son gouvernement ne pourront pas rester sourds au fait que les représentants du peuple se seraient exprimés le 8 juin et qu'ils auraient dit non à ce principe autoritaire. Charles l'a très bien dit, je dois le répéter, si on ne fait rien, si on ne fait pas cette réforme, à l'horizon, à la fin de la décennie, on travaillera jusqu'à 64 ans par rapport aux différents
réformes qui ont déjà eu lieu. Donc pourquoi s'entêter? Pourquoi ne pas laisser les personnes travailler le temps qu'elles veulent, leur laisser le choix? Pourquoi ne pas chercher des autres sources de financement? Donc je ne pense pas que cette réforme a peu de chances de ne pas aboutir. Au contraire, je crois que l'Assemblée aura ce dernier mot. On voit le gouvernement très fébrile sur cette proposition de loi. On a vu Elisabeth Borne sur le perron de Matignon, après sa rencontre avec les syndicats, parler de l'inconstitutionnalité selon elle de cette proposition de loi, appeler chacun à ses responsabilités. Charles de Courson, est-ce que vous avez des échanges avec la Première ministre, avec le Président de la République? Est-ce qu'il vous écoute? Moi, aucun. Avec l'un, avec l'autre. Et j'ai été quelque peu étonné des déclarations de la Première ministre. Ce n'est pas elle qui juge de la recevabilité financière d'une proposition de loi. C'est le bureau de l'Assemblée et saisi soit par un député, soit par un membre du gouvernement, le président de la Commission des finances. Et la première étape a déjà été franchie. Et si le texte était voté, le gouvernement peut le déférer au Conseil constitutionnel, qui jugera de la constitutionnalité. C'est pas à Madame la Première ministre de juger de la constitutionnalité. Elle peut avoir un avis, bien sûr, mais c'est pas elle qui en décide. Comment vous voyez les prochains mois à l'Assemblée nationale, voire même les prochaines années? Nous ne sommes qu'à la fin de la première année du nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron. On a du mal à imaginer la suite politiquement avec cette absence de majorité absolue pour le président de la République, ou de majorité absolue d'ailleurs tout court à l'Assemblée nationale. Votre collègue Jean-Paul Mattei disait on ne peut pas avoir une loi d'abrogation tous les 3 mois après qu'une réforme soit votée. Comment vous voyez la suite pour ce quinquennat? Il y aura un avant et un après 8 juin, en fonction de leur comportement. Expliquez-nous les hypothèses alors. Soit ils acceptent la démocratie simple, c'est-à-dire, vous savez, qu'on va au vote. Principe simple, hein. Je veux dire, il y a une assemblée, on vote sur un sujet. Ça, c'est le principe simple de toute institution démocratique, pour éviter toute dérive non démocratique. Et auquel cas, on en tirera les conséquences. Je pense que l'Assemblée votera le fait qu'on fasse une conférence de financement du régime de retraite. On se mettra autour de la table, les partenaires sociaux respectés, patronaux, salariaux, les députés, les sénateurs, le gouvernement, et on trouvera des solutions. Sur les retraites, je comprends. Sur les retraites, je comprends. Mais sur le reste, est-ce qu'un gouvernement minoritaire peut rester un gouvernement faute d'avoir une coalition capable de le remplacer? C'est un peu ça la logique institutionnelle. J'ai énormément de mal à vous imaginer, d'ailleurs je pense que vous ne le voulez pas, être à la tête d'un gouvernement avec le RN, la NUPES, Elliott. Non, c'est pas envisageable. Bah non. Ce qui est envisageable, c'est que nous puissions avoir un respect de l'Assemblée nationale. C'est tout ce qu'on demande pour l'instant. Mais est-ce que c'est pas grave d'en arriver à demander ça en fait? Mais je pense qu'effectivement, ceux qui aujourd'hui crient au feu sont les pyromanes. Ce sont eux-mêmes qui ont utilisé des subterfuges pour dire, par exemple, que la réforme sera appliquée à partir de septembre. Vous savez que c'est totalement faux, voilà un vrai mensonge. La réforme est inapplicable en septembre. C'est les syndicalistes de FO qui nous l'ont bien expliqué, parce qu'il y a des questions de logiciel, donc ça ne sera pas appliqué avant la fin de l'année. Donc, premier mensonge, la réforme ne s'appliquera pas en septembre, même si elle est promulguée. Donc aujourd'hui, oui, nous avons des hommes et des femmes qui n'ont jamais accepté, qui ont gardé de mauvais réflexes de majorité absolue. Ils ne sont pas majoritaires et ils ne savent pas composer avec ce pays, avec les corps institutionnels de ce pays, avec les corps intermédiaires de ce pays et avec ce qu'on appelle le Parlement. Voilà, ils ne savent pas faire ça, mais ils devront apprendre, ou bien ça se passera mal et ce sera bloqué. Sur l'immigration, ça n'avancera pas. Sur les réformes de ce pays, ça n'avancera pas. Il y aura une guérilla parlementaire et ce sera, je dirais, triste pour ce pays et ce sera long 4 ans. Claire. Oui, moi j'avais une question parce que le 6 juin, il me semble, il y a une journée de mobilisation qui a été annoncée par l'intersyndicale et on comprend bien que vous, votre bataille, c'est de ferrailler à l'Assemblée nationale en tant que représentant de la nation. Et je voulais avoir un peu votre vision de l'articulation qu'il peut y avoir entre le mouvement social, syndical, le peuple dans sa version manifestante, etc. et votre travail de représentation au sein du Parlement. Tout d'abord, il n'y a pas de honte à parler aux syndicats. Je le dis haut et fort. Et vous l'avez très bien dit, Charles l'a très bien rappelé. On a à apprendre de la gestion paritaire sur les régimes de retraite, ou par exemple sur la Argic-Arco, ils ont très bien géré et l'État veut, sur le régime général, récupérer tous les milliards qu'ils ont fait en excédent. Donc, les syndicats font partie du peuple. Nous sommes des représentants du peuple, donc nous pouvons parler au peuple et nous ne nous privons pas de pouvoir, y compris
aller manifester le mécontentement que nous avons, y compris dans la rue. Ça, c'est le principe. Vous serez dans la rue, Olivier Servat? Vous y serez le 6? J'ai déjà participé à des manifestations. Je n'exclus pas d'y être le 6 aussi. Mais c'est vrai, notre travail principal, c'est de batailler à l'Assemblée nationale. Et donc, nous ferraillerons le 8 et nous estimons que le gouvernement n'a aucun intérêt, mais vraiment aucun intérêt, sauf à ce qu'ils veulent tendre la situation et que le 8 soit vraiment qu'il y ait un avant et un après 8. Et que oui, je vous confirme que si ils enjambent la démocratie, qu'ils refusent que nous allions au vote et qu'ils considèrent que finalement ils auront raison contre tout le monde, contre les syndicats, contre l'opinion publique, contre l'Assemblée nationale, ça va créer des conséquences néfastes. Le groupe Lyot est un groupe particulier à l'Assemblée nationale. C'est un groupe que j'ai parfois du mal à expliquer puisque c'est un groupe lui aussi assez protéiforme, multiple, divers. On y retrouve des libéraux issus de l'UDI, on y retrouve quelques socialistes en rupture de banc, on y retrouve des élus régionalistes et autonomistes des territoires d'outre-mer, du sud de la France ou de Corse. Et quel est l'avenir pour Lyot? J'ai entendu dire que vous vouliez éventuellement créer un parti politique pour proposer à des citoyens de rejoindre ça. Mais c'est quoi ça? Eh bien, l'avenir de Lyot, c'est la France. C'est très joliment dit, mais ça répond pas beaucoup à la question. Je vais détailler. Allez-y. Lyot, et Charles l'a très bien dit, nous croyons au girondisme. C'est quoi le girondisme? Nous croyons que tout doit partir de la base, des territoires. Nous croyons que, par exemple, les territoires ultramarins sont aux avant-postes de ce qui peut se passer en France hexagonale sur des problématiques de lutte sociale, je pourrais revenir, sur des problématiques de changement climatique. Et donc, nous croyons que la réalité qui peut nous enrichir au niveau de chacun des territoires et de leurs différences nous permettra d'être meilleurs à l'Assemblée nationale. C'est ce qui nous unit. C'est ça le ciment, les territoires, la base. Maintenant, puisque nous parlons politique nationale, aujourd'hui, on constate que le centre de la France politique est affaibli, très affaibli. Vous aviez le PS qui est très affaibli, vous avez les Républicains qui sont très affaiblis, vous aviez En Marche qui s'est droitisé au fur et à mesure des positions prises. Vous avez l'UDI qui est affaibli. Aujourd'hui, effectivement, ce n'est pas que nous comptons créer, nous avons créé une association politique nationale. Qui s'appelle Utile, c'est ça? Utile, ultramarin, territoire, indépendant, liberté, écologie, solidarité. Waouh! Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais l'acronyme est très joli. Voilà. Donc c'est créé, c'est une association, un parti politique. C'est quoi son ambition? Vous allez présenter une liste aux européennes? C'est une association politique, pour l'instant. Pour l'instant. Et effectivement, nous comptons créer des comités locaux utiles partout en France et en Outre-mer. Nous avons créé un à la Meuse, le président Bertrand Pancher en a créé un, on a créé un à La Réunion, on va en créer un par exemple le 2 septembre en Guadeloupe, et d'ailleurs Charles de Courson participe à cette belle démarche-là, et effectivement si la mayonnaise prend, puisqu'on est au tout début, eh bien on n'exclut pas effectivement d'avoir des positions aux européennes et aux présidentielles. Charles de Courson, une dernière question pour vous. Qu'est-ce qui vous unit tous, députés Lyot? Qu'est-ce qui peut donner envie à des citoyens de rejoindre cette nouvelle association politique utile? Les territoires, c'est suffisant ça pour vous? Non, je pense que ce qui nous est dit, Olivier l'a dit, c'est la conception de l'organisation de la société. Et, on est pour une société décentralisée, et pas simplement politiquement, socialement, de donner davantage d'espace de négociation aux partenaires sociaux. Et donc, de ce point de vue-là, nous sommes dans une grande tradition, d'ailleurs, qui intéresse tant des gens de droite, de gauche et du centre, dans cette conception de l'organisation de la société. Il y a une seconde chose qui nous unit, c'est la défense des libertés sous toutes leurs formes, c'est les libertés publiques, liberté d'association, vous voyez, la liberté d'expression, etc. On est toujours extrêmement méfiant quand on ne cesse, si vous voulez, de renforcer des lois certaines qu'on peut même qualifier de liberticides. On en a combattu, parfois d'ailleurs avec succès, certaines d'entre elles, de faire croire à nos concitoyens que c'est ces lois qui vont régler les problèmes. Fondamentalement, on est des humanistes, c'est-à-dire qu'on fait confiance à l'intelligence des groupes sociaux, des groupes politiques,
Et nous aimons le débat, la discussion, et d'essayer, si vous voulez, d'avoir une démocratie vivante dans laquelle on ne conçoit pas le combat politique uniquement comme l'idée qu'il faut écraser l'autre, le détruire, vous voyez, des termes guerriers. Non, il y a une diversité de la France qui est très grande. Et par rapport à votre question tout à l'heure, comment vont se passer les 4 prochaines années, puisqu'il y a encore 4 ans, si vous voulez, si notre mandat va à son terme. Bien, vous ne pouvez pas diriger un pays quand vous avez fait au premier tour des élections législatives 25% des voix, et avec 250 députés, ou 251, peu importe. Voilà, c'est pas possible. C'est pas possible. Et quand la Première ministre dit, bon, c'est pas grave, on va faire voter la prochaine loi de finances et la prochaine loi de financement des sécurité sociale à coup de 49.3, eh bien, il y aura des motions de censure en réplique, et la motion de censure finira par passer. Et à ce moment-là, le gouvernement sera obligé de démissionner. Alors le président, après, c'est à lui qu'il importe de savoir ce qu'il fait. Est-ce qu'il dissout ? La plupart des gens pensent qu'il ne dissoudra pas, puisque tout le monde sait, y compris dans la minorité présidentielle, ils sont 250. Quand vous discutez avec eux, ils pensent qu'ils reviendront peut-être entre 100 et 150. Ouais, bon. Mais on ne sait jamais, vous savez. Parfois, bon, c'est une première solution. Il y a une deuxième solution, qui est de changer de Premier ministre, mais ça ne change pas fondamentalement le problème. Le problème, c'est est-ce qu'il peut y avoir un président qui comprend qu'il est ultra minoritaire dans le pays et qu'il faut faire avec ceux qui représentent le peuple français, c'est-à-dire les députés, et être capable de discuter, de négocier, et non pas perpétuellement de vouloir imposer d'en haut un certain nombre de solutions qui sont rejetées par une majorité de députés et par le peuple français. On ne peut pas diriger une démocratie comme ça, c'est pas possible. On verra et on suivra de près l'évolution du groupe et du mouvement utile, notamment au moment des européennes. Et on suivra évidemment de près, je diffuserai le 8 juin prochain, les débats en séance publique sur cette proposition de loi. Merci beaucoup Charles de Courson d'avoir été avec nous. Merci monsieur le député et je vous dis à très bientôt. J'ai une dernière question pour vous. Olivier Servat, merci d'être avec nous sur le plateau. Vous êtes député guadeloupéen. On se souvient de mouvements sociaux assez important en Guadeloupe l'année dernière au moment de la présidentielle. On se souvient que Sébastien Lecornu, à l'époque, qui était ministre, avait ouvert la porte à une évolution institutionnelle de l'île pour aller vers une forme d'autonomie. Où en sont les discussions ? On en entend peu parler depuis la réforme des retraites ici en métropole. Nous considérons que ce n'est pas au gouvernement de nous donner le timing politique de notre volonté d'autonomie en Guadeloupe. D'accord. Et nous considérons qu'il était venu faire un peu de la distraction. En pleine présidentielle. Et surtout en pleine tension sociale. J'aimerais insister sur quelque chose avec vous. S'il vous plaît. Pourquoi il y a eu des tensions sociales en Guadeloupe ? Parce que lorsque, en juillet 2021, vous avez 55% de la population française hexagonale qui est vaccinée, qu'on lance le pass sanitaire, il y a 20% de la population guadeloupéenne vaccinée. Alors, quelles que soient les bonnes raisons ou pas qu'on ne se soit pas fait vacciner majoritairement, on n'est majoritairement pas vacciné. Et je dis au président à ce moment-là, tu ne peux pas faire la même chose pour les Outre-mer Atlantiques, ça ne marchera pas. Résultat des courses, il engendre la démocratie sur le fait qu'on n'ait pas une majorité de vaccinés. Il applique a priori le pass sanitaire qui ne va jamais s'appliquer et qui crée des tensions monstrueuses en novembre-décembre 2021 avec des tensions, des feux, etc. Donc, ce que je veux vous dire, que la moitié de la population ne soit pas vaccinée, selon vous ? C'est un débat très compliqué, mais c'est un fait, la population a décidé de ne pas se faire vacciner. Il aurait été préférable qu'elle se fasse vacciner, selon vous ? Moi, j'ai été 3 fois vacciné et je conseille à tous ceux que j'aimais de se faire vacciner, mais on ne peut pas ignorer le fait qu'une majorité de population n'était pas vaccinée. Et je veux revenir à ça pour vous dire que à ce moment-là, le président a enjambé la démocratie en disant que y a une majorité de personnes qui ne sont pas vaccinées, mais on va quand même les forcer. Ça a créé des tensions monstrueuses. Et ce que je disais, c'est que les Outre-mer, parfois, sont aux avant-postes de ce qui se passe après en Hexagone. Je pourrais vous citer aussi mai 67 par rapport à mai 68. C'est vrai. Et tout ceci pour vous dire qu'à chaque fois qu'on ne respecte pas la démocratie, il y a des tensions. Ça s'est vérifié en Outre-mer un peu avant. Maintenant, ça se vérifie avec la réforme des retraites où le président refuse de pouvoir tenir compte d'une majorité dans ce pays qui ne veut pas cette réforme-là. Merci beaucoup, Olivier Servat, d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. Je vous laisse quitter le plateau. Merci beaucoup, Olivier Servat, d'être venu, député de Guadeloupe. À très bientôt, merci beaucoup. Échange très intéressant, discussion passionnante en visio avec Olivier Servat. J'espère que vous avez mieux compris
Lyotte, son avenir, son actualité, et je vous invite évidemment à suivre le débat sur la loi d'abrogation le 8 juin prochain. Sans plus